Dans la résolution de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, nous entamons une série d'émissions consacrées à cette situation de plus en plus délétère. On ne dira plus dans la partie est de la République, on dira tout simplement en République démocratique du Congo. Donc on va commencer également par changer ce narratif parce que ce qui se passe à l'est se passe en République démocratique du Congo. Alors nous allons donner la parole de plus en plus aux membres de la société civile et de moins en moins aux politiques parce qu'on aimerait bien quand même essayer de comprendre et essayer d'écouter, d'entendre leurs propositions par rapport à cette crise qui sévit depuis plusieurs années ici dans notre pays. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir ce jour Florimond Mouteba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Lisée. Président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP. Mmh. Le 27 janvier, il y a quelques jours de cela, vous avez publié un communiqué. On va parler de ça. Oui. Mais on commence d'abord par rapidement, parce que déjà on tient à fixer, il y a eu des mesures qui ont été prises par notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'agissant de la couverture et s'agissant de la manière dont nous les journalistes devons parler, voire traiter l'information dans la partie est de la République. Avec raison, par exemple, on ne doit pas tout dire et n'importe quoi pendant cette période. Vous partagez ce constat-là ou cette mise en garde que certains qualifieraient de menace de la part du CESAC et de son président? C'est une menace. Et c'est un comportement antidémocratique. Parce que, bien sûr, il y a des secrets de défense que personne des responsables peut mettre dehors. Non. Mais lorsqu'il s'agit de la politique de la défense, n'est-ce pas? Elle est comme la politique économique, elle est comme la politique culturelle, etc. La politique de la défense doit faire l'objet d'un débat. Et lorsque, on est dans une situation comme celle que nous vivons, ça veut dire que notre politique de la défense a été inefficace, elle a failli. Non, mais avec ces termes, on risque de vous traiter d'antipatriote. Maman Élysée, moi, pour les Congos, n'est-ce pas, comme dit la Bible, pour l'amour du Congo, je ne mettrai point. Et c'est clair. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que certains de nos confrères, parce que vous êtes également un observateur, vous nous regardez, est-ce qu'on n'abuse pas un peu le fait de relayer à tout bout de champ, à tout vent, par exemple, qu'est-ce qu'on a les propos des agresseurs, leur donner une tribune chez nous? Non, ça c'est pas bon. Aussi, en tout cas, certains d'entre nous abusent. Vraiment, ça c'est pas bon. Je sais qu'il y en a qui sont comment dirais-je, excessifs. Je vais pas citer les noms. Ils sont excessifs dans leur acquaintance avec le Rwanda. On ne peut pas être avec l'ennemi. On ne peut même pas blaguer avec les propos de l'ennemi. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas qu'un journaliste congolais ou comment dirais-je, un leader d'opinion. Un patriote. On est d'abord patriote avant d'être journaliste. On est d'abord congolais avant d'être journaliste. Tout à fait. Mais cela ne nous empêche pas de mettre le doigt sur les erreurs du gouvernement, du président de la République. Parce que la politique de la défense et des affaires étrangères sont souvent sa chasse gardée. N'est-ce pas? Quand elle échoue, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas le moment de taire nos divergences? Est-ce que c'est pas le moment de se dire, OK, on fait un peu fi de ce qui ne marche pas à l'intérieur et qu'on essaie de se liguer derrière le chef de l'État pour d'abord réussir à bouter l'ennemi hors de nos frontières et ensuite on peut revenir avec le débat sur ce qui ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire ça? Mais madame, est-ce que lorsque vous avez entendu les discours du chef de l'État, qui peut se mettre derrière un discours comme ça? Les Congolais? Mais il y a eu quoi dans ce discours? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelles sont les mesures fortes qu'il aurait dû prendre en tant que chef d'État face à la guerre? Qu'est-ce qu'il a dit de bon? Citez-moi une seule mesure forte. La réduction des trains de vie des institutions. Merci de rappeler ça. Non, mais on rappelle parce que c'était l'une de vos demandes, vous, mais pas que. Et aujourd'hui, que le président de la République accepte de réduire le train de vie des institutions, moi, je m'attendais à ce que vous puissiez applaudir. Non, le président d'abord avait minimisé cette demande lorsqu'il était en campagne. Vous me rappelez cette émission avec Top Congo? Il s'est presque moqué de l'ODEP en disant, oh, mais le train de vie de l'État. Non. D'abord, il parle des trains de vie des institutions. J'ai dit que ce n'est pas ça.
Nous parlons des trains de vie de l'État. C'est quoi la différence? La différence est énorme. Les institutions de la République, c'est quoi? C'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Enfin, je veux dire surtout, et c'est le président de la République. C'est pas ça. L'État, quand vous allez dans chaque ministère, n'est-ce pas, il y a parfois des dépenses, je dirais, inopportunes, n'est-ce pas? On se cache derrière donc les frais spéciaux d'intervention économique et sociaux. On se cache derrière les frais secrets de recherche. Retenons que les deux là, ces frais-là, ça ne se justifie même pas. C'est une caisse noire dans laquelle ils se servent comme ils veulent. Donc il y a un rigolo qui peut vous dire, non, moi je renonce à mon salaire, mais il puise là-bas de manière illimitée. Floribert Muteba, vous ne serez jamais satisfait. Non, j'essaye de faire... Il y a un pas qui vient d'être fait. On a réduit, on entend qu'il y a certains ministres qui renoncent à leur salaire. Qu'il détermine de quoi s'agit-il dans chaque ministère. N'est-ce pas? Qu'il détermine qu'est-ce qu'on va réduire dans chaque ministère. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit réduire? Les deux frais là que vous avez cités, ou les ministres, les députés, ils doivent renoncer à tout? Les députés, par exemple, bon, allez, maintenant revenons aux institutions, mais en sachant qu'il ne s'agit pas des institutions, c'est l'État. Mais prenons le cas d'une institution, les députés. D'abord, moi je crois que ils devraient renoncer drastiquement aux 21 ou 31 millions qu'on les paye. C'est qu'ils ont toujours contesté, hein. Non, c'est faux, c'est vrai. Ils mentent. Mais vous savez, ces députés élus sous une corruption à ciel ouvert, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? 13 000 machines ont circulé pour l'élection de ces gens-là. Donc c'est pas ces tricheurs-là qui doivent porter aujourd'hui les habits des patriotes honnêtes et qui veulent aider la nation. Ces gens-là doivent renoncer d'abord à ça, à revenir peut-être à un salaire de 3 000 ou de 5 000 $, n'est-ce pas? Ça c'est un. Deuxièmement, même chose avec les ministres. Il y a 59 ministères. Eh bien, dans tant de guerres comme ça, hein, nous sommes dans un état exceptionnel. Eh bien, qu'on revienne à une vingtaine. Qu'on revienne à 20 ministres. Donc, il faut d'abord commencer par réduire la taille même du gouvernement. C'est pour cela que nous avons insisté au niveau de l'ODEP de dire la chute du gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui a échoué, et la nomination d'un nouveau gouvernement dont le nombre ne dépasserait pas 20. C'est dans notre document. Mais le président ne donne même pas les détails de quoi il va faire pour réduire le Mais il a donné les instructions. On verra avec la première ministre comment ça va se passer. Il devait annoncer. Il y a une première ministre. C'est à la première ministre de nous donner les mesures d'applicabilité aussi. Non, cette première ministre, normalement, doit partir. Je pense qu'il faut nommer un gouvernement où il y aurait une dose de militarisation. Sur les 20 ministres, je souhaite, moi, que le premier ministre, les ministres de la Défense et de l'Intérieur soient des militaires. Ok. Ouais. Que ce soit des militaires. Qu'on sente que, nous sommes en état de guerre. Eh bien, qu'on donne la direction du gouvernement à un militaire. Un des généraux qui était chef d'état-major, qui est maintenant, je ne sais pas où là. Qu'on le récupère, qu'on le nomme premier ministre. Dans tous les cas, ce sont les plus grandes victimes de cette entrée de Kagame. Ce sont nos militaires. C'est les plus grandes victimes. Donc, parmi vos propositions, vous demandez la militarisation du gouvernement qui doit être réduite, dont la taille doit être réduite. 20 ministres, mais avec un premier ministre militaire, de carrière, expérimenté, et qui connaît la chose militaire, au lieu de prendre un médecin ou un infirmier nommé comme ministre de la Défense, par exemple. N'est-ce pas? On n'a jamais vu ça où? Donc, militarisation. Mais prendre aussi, il y a des postes clés, à mon avis, qu'on doit leur donner. C'est la défense. Aux militaires, oui. La défense, l'intérieur, les ministères même des affaires sociales, voire même les ministères des affaires étrangères. Parce que la diplomatie dans cette affaire compte. Donc les militaires auraient 4 ou 5 postes et les restes 15 autres postes aux civils. Mais quels civils? Eh bien, cette fois, il faut aller dans l'Union nationale. On commence par, donc on revient dans ce que vous avez publié le 27 janvier dernier, le 29 janvier, je crois que le président parlait. On revient, donc vous avez demandé d'abord
Alors moi je dis par exemple des choses irréalisables parce Ouais, que ça risque de nous faire tomber encore dans un désordre, comme c'est que vous venez de citer, que la première ministre que le gouvernement puisse tomber. Oui. Et parmi les premières choses que vous avez demandé, c'était par exemple qu'on puisse éjecter le Ça, VPN c'était de la immédiat, c'était urgent. Et vous venez de le voir, ce même ministre-là. Il va copier un discours quelque part. Il vient. Maintenant, c'est la honte de qui? La honte du président. Quand on a dit au président allez, enlève ce type, il ne vaut pas la peine. S'il avait enlevé, est-ce qu'il aurait fait un discours qui fait honte à tous les Congolais aujourd'hui? Vous voyez ça? Le président, parfois, doit écouter les gens. Il doit écouter ce qu'on lui dit. On ne le dit pas dans l'intérêt contre lui. N'est-ce pas? Moi, je ne dis pas que le gouvernement doit tomber parce que moi, Mouteba, je dois devenir Premier ministre. Non. Pourtant, je le mériterais bien. Mais je n'ai pas envie de ça. Est-ce qu'il faut faire tomber, est-ce qu'on va pas basculer dans un désordre? Mais si on fait tomber. Désordre, oui. Mais oui, on va encore s'enfoncer davantage. C'est ça la Avec crainte. un militaire à la tête d'un gouvernement de 20 personnes, non. C'est avec Madame Soumine, avec un gouvernement de 59, qui se montre dans un désordre impossible. N'est-ce pas? Moi, je supporte parce que je vis à Goma. Vous voyez. Mais c'est la faute de qui? Allez, aujourd'hui, ces ministres, après la gaffe qu'il vient de commettre, est-ce que je dois encore répéter au président de la République qu'il doit partir? Et l'intérieur, pourquoi il doit partir? Mais le ministre de l'Intérieur, c'est le service des renseignements, c'est lui. C'est lui, le service des renseignements. La police, c'est lui. Donc, ces ministres liés à la sécurité militaire, à la sécurité civile, etc., et qui n'ont pas été à la hauteur, ils doivent, d'ailleurs, les intellectuels sérieux auraient pu eux-mêmes ne pas attendre et démissionner d'eux-mêmes. Dire non, j'ai échoué. Non, ils sont là. Vous avez demandé donc ces deux choses. Troisième chose que vous avez demandé, c'est la promulgation. En fait, c'est qu'on puisse étendre l'état des sièges. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tout le Kivu et y compris le Maniema. Pourquoi maintenir l'état de siège alors qu'on connaît quand même le résultat? Il y a eu deux provinces. Je sais, on peut corriger. Vous savez, on peut corriger les défauts de l'état de siège. Il y a eu beaucoup d'abus. Pourquoi? Parce que vous savez, le rôle d'un chef, c'est quoi? Prévoir, organiser, commander et contrôler. N'est-ce pas? Est-ce que l'état de siège était suivi et contrôlé? Il y a eu des évaluations, on se rappelle à l'époque de Sama. Ouais, on se rappelle, il y a eu... madame, j'ai une liste par exemple, des taxes vraiment inopportunes, des spoliations des terrains. Il y a beaucoup de bêtises qui ont été faites par le gouvernement à travers l'état de siège et qu'on doit corriger. Mais ce n'est pas les mêmes là qui vont corriger. Il faut changer des gouvernements, il faut changer des ministres, etc. Et des gens qui peuvent... Vous savez, je ne veux pas être comme les gens qui disent non, le problème c'est Félix lui-même. Non, je ne veux pas aller là-dedans. Parce que, bon, il a encore une chance, une petite chance de corriger et de faire encore quelque chose. Mais, vous voyez, madame, que il faut changer le gouvernement. Il faut changer pour corriger toutes les choses qui n'ont pas été faites correctement. Donc, l'état de siège en soi, c'est pas une mauvaise chose, surtout pendant cette période. Ouais. Donc, on peut maintenir, mais juste changer. Changer l'orientation de ce qui doit être fait, contrôler tout le temps ce qui s'est fait, n'est-ce pas? Quand il y a des taxes inadaptées, etc., même il y a un ministère de Finances, on pouvait déjà. Donc, on dirait qu'il n'y a pas un contrôle suivi par les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, des Finances, etc., sur l'état des sièges. Et là, c'est pas normal. Donc, il faut changer l'équipe qui perd, tout comme on garde l'équipe qui gagne. Voilà. Vous avez parlé de la libération de tous les détenus d'opinion et de presse. On se dit, mais c'est quoi le lien? Oui, les liens. C'est quoi le lien? On est en train de se battre. Les FRDC sont en train de payer de leur sang pour protéger le pays. C'est quoi le lien avec les détenus? Les liens, c'est pouvoir faire l'unité dans la solidarité. N'est-ce pas? Les gens qui ont subi des injustices. Allez, je prends le cas, par exemple, de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound est un politicien qui a beaucoup fait pour le président de la République. Pour des raisons, je dirais, de concurrence personnelle, parce que je ne vois pas ce que Jean-Marc Kabound a fait pour mériter cette prison et traîner là comme ça. Par exemple, sa libération serait une bonne chose. C'est un dégel. Parce que du côté où nous sommes, il faut si on dit union, mais ça doit être dans un dégel politique, dans une unité,
dans une solidarité. On ne peut pas faire cette solidarité, par exemple, sans Jean-Marc Kamoun. Je ne cite que lui, mais il y en a d'autres. Hein? Donc, vous voyez, c'est qu'il faut arranger où nous sommes. Nous sommes frères, mais nous nous sommes fait du mal, les uns les autres, des prisonniers comme, je n'ai pas tous les noms de ces politiciens en tête. C'est celui-là que j'avais. Mais tous ces gens-là, il faut les libérer. Ils font quoi là-bas? Ils ont fait quoi vraiment pour les garder continuellement en prison? En tout cas, il y a certains qui ont été condamnés par la justice. Ouais. On ne peut pas aussi remettre en question la justice de notre pays. Elle est Mais- ce qu'elle est, mais elle est en train de se consolider. Non, Bah non, oui. non. Le ministre Moutanda fait du populisme, mais ça ne fait pas de ça une véritable politique de la justice, n'est-ce pas? C'est pas ça la véritable politique de la justice. Il fait du Le populisme. populisme, il a fait quand avec les Tout le États temps, généraux? tout le temps, il fait les États généraux. Qu'est-ce que vous voulez faire si la justice elle est instrumentalisée par le chef d'État lui-même? C'est de la mascarade, les États généraux. Moi, j'ai sorti un communiqué au moment des États généraux pour dire que le problème de notre justice, c'est son instrumentalisation. Et qui l'a fait? Oui. Qui a dit que Kamel était un homme sérieux? Qui? Alors que c'était un criminel, n'est-ce pas? Oui, mais Kamel était À cette allure, on réussirait pas à créer l'unité dont on a besoin, hein. Mais moi, parce j'ai que pas si besoin vous- d'unité. Tantôt avec vous les demandez criminels. la libération de Jean-Marc Abondo. Mais lui n'a pas agi voilà, comme Kamel. mais tantôt vous tapez sur l'unité. Celui-là, il a c'est- volé à l'État. Les procès de 100 jours, vous les connaissez, non? Et puis après, le type a fait 2 ans de prison. On l'a libéré en disant, non, c'était monsieur sérieux. Kamel, monsieur sérieux. N'est-ce pas? Non. Et donc ça, c'est pas les gens avec qui on va faire l'unité dans, allez, comment dirais, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Non, c'est pas ces gens-là. Vous excluez vous-même déjà certaines personnes. Non, Du le coup, voleur, l'unité non. en question, donc l'unité Les que vous malfrats. prenez est devenue utopique. Hein. Non, les malfrats, non. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? C'est pour dire que on ne peut pas non plus faire l'unité avec les voleurs. Les gens qui ont détourné des millions d'argent. Vous voyez, par exemple, que n'aurait-on pas fait avec 80 millions de dollars que Kazadi et ses amis ont déboursé? Vous, à part la libération de tous les détenus d'opinion ou de presse, vous parlez de retour des exilés. Oui, Qui sont ces exilés? Non, mais il y je en sais a pas. beaucoup, Qui? des exilés. Qui? Mais il y en a qui n'ont plus envie de venir parce qu'ils ont entendu que tel est arrêté, tel autre est arrêté. Mais c'est pas. Prenons par exemple Claudel Loubaya, l'ancien député. Il est exilé. Moi, je peux citer la liste. Je parle seulement de Claudel Loubaya. Il est exilé. Mais c'est politique. lui-même qui a décrété que je suis exilé. Mais si on lui dit de rentrer aujourd'hui, il va revenir. Non, mais pourquoi lui dire c'est son pays qu'il rentre? Non, on va l'arrêter, on va lui faire mal. Non, vous êtes dans les procès d'intention. Bah oui. Vous bah savez oui. que moi, j'aurais pu être exilé depuis longtemps. Bah voilà, vous êtes d'ailleurs le bon exemple. Pourquoi vous? Non, chacun... Vous moi, avez dit tout à l'heure que vous avez failli être tué à Ouais, 2 reprises. ouais. Vous êtes avec des procès là. Pourquoi vous n'êtes pas en exil? Je ne peux pas, madame. Tout Bah simplement. alors, Je donc peux du coup, pas. les exilés, ça n'existe pas. Bon, mais j'aurais pu... Je connais beaucoup de jeunes, par exemple, des mouvements citoyens. Hein, je ne vais pas citer tous les noms, notamment de Filimbi. Allez, je parle de mon petit Mino, par exemple, qui est à Paris, en exil. Vous savez, à un moment donné, on les avait arrêtés ici. Je sais pas pourquoi, mais ils sont partis. Il y en a beaucoup. Je peux vous citer Non, ce les sont noms. des gens qui ont juste, qui veulent aller faire, qui font leur vie ailleurs. Ils ont eu Ce sont peur. pas- Ils ont eu peur Bah, qu'on leur fasse du mal. Non, mais Oui. vous êtes là. Vous Ouais. êtes Monsieur Florimond. Ouais, Vous êtes là. ouais, Vous dites ce que vous dites. ouais. Vous assumez. Et on essaie de me Vous tuer. n'avez, non, mais oui, mais on vous a jamais arrêté. Non, mais ça, Vous êtes là, vous il circulez librement. Il faut remercier Dieu. Pourquoi vous ne êtes pas exilés? Et mon ami- Pourquoi les autres? Donc, Ouais. ils peuvent pas, on peut pas dire, c'est leur peur à eux, mais on peut pas dire que c'est la faute du gouvernement en place ou du régime en place. Non, je pense qu'ils ont eu peur de la répression qu'on a vue, hein, avec. Ils allaient commencer. Et- S'il y a avec- répression, il y a ça allait commencer avec vous. Hein. Mais vous savez, vous pensez qu'ils n'ont pas fait. Je vous ai dit, tout le monde En sait tout cas, qu'ils vous êtes sont un homme sur libre moi. aujourd'hui. Vous partez, vous revenez, vous n'êtes pas arrêté. Oui, mais parce que moi, je suis, comment dirais-je, j'ai une vision de ma vie et de l'avenir du Congo qui fait que non, je préfère mourir que d'aller mourir à l'étranger. Non, mais Je on préfère vous rassure, mourir. personne ne va vous tuer. La Non, preuve, ok, vous mais êtes ils là. ont tenté, madame. Ils ont tenté.
Est-ce qu'il y a moyen de dire aussi à certains de nos frères et on peut leur donner ces conseils. Bah oui, il faut leur dire que peut-être parce que vous avez besoin de poursuivre votre vie ailleurs à l'étranger et vous vous cachez derrière le régime pour dire qu'il est en train de nous torturer. Moi, j'ai dit pour calmer les choses. C'est pour calmer, c'est-à-dire les esprits, n'est-ce pas? Un Kabound qui circule et qui vient contribuer à la lutte pour la guerre, c'est toujours bon. C'est un leader qui a aussi un parti, il est un leader d'opinion, etc. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres. Je n'ai pas retenu le nom des gens souvent très proches de Moïse Katumbi. Ah, Mike Mukebai? Oui, par exemple. Est-ce qu'on l'a libéré? Les députés, là. Le procès est en cours. Je crois qu'il y a un convoi en cassation. On l'a arrêté pourquoi? On l'a arrêté pourquoi? Mukebai. Pourquoi on l'a arrêté? Il a fait quoi? Vous voyez? Donc c'est des choses qu'on invente comme ça et tout, et puis on criminalise ça et on prend les gens, on les met en prison. Mukebai, voilà, il a fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il est proche de Moïse Katumbi, c'est ça? Non, c'est ridicule. Là, c'est un raccourci. Si. Certains risquent de dire que c'est un raccourci quand même. Non, c'est parce qu'il est proche de Moïse, c'est tout, c'est ça. Donc il y a le retour des exilés, en tout cas de ceux de nos frères et sœurs qui se considèrent comme exilés. Qui les rentrent, ça sera un climat, comment dirais-je, mais qui commencent d'abord par rentrer en Europe s'ils sont arrêtés aussi. C'est ça aussi. Pardon? Qu'ils commencent d'abord par essayer qu'ils rentrent et on verra s'ils sont arrêtés. Mais la mesure pourrait être incitative. Quelle mesure par exemple? De dire bon, nous acceptons le retour. Parce qu'il n'y a pas eu une décision de. Que le président en parle en tant que père. Dire mes enfants qui m'ont fui, revenez, il n'y a pas de problème avec vous. Dans ce discours, vous l'avez suivi, il a demandé à tous les Congolais. Il appelle à lui. Tel venait, tel, ou que Kabound va sortir, il n'a pas dit. Là, vous êtes vous êtes en train de nommer les gens, donner les noms. Je nomme particulièrement Kabound que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Moi, je traite un cas des droits de l'homme violés. C'est ça mon rôle. Et je dis là, ce sont des droits de ces messieurs qui sont violés, alors que bon, c'est quelqu'un quand même, quand on voit son parcours, qui a contribué beaucoup à la lutte pour la démocratie dans ce pays. Mais vous savez également que le président de la République ne veut pas citer le nom de tous les fils et filles de la République démocratique du Congo. Le fait pour lui de dire, venez, unissons-nous, c'est déjà... Mais lui, comment il va venir, il est en prison? Il va venir comment? Il est en prison. Comment il va venir? S'il est libre, oui, il viendra. Tel qu'on connaît son engagement pour le pays, n'est-ce pas? S'il est libre, je suis convaincu qu'il viendra rejoindre toute la résistance nationale qu'on voudrait qu'elle soit mise en place. Donc, pour ceux qui sont en prison, vous demandez la libération. Ceux qui se considèrent comme exilés reviennent. Peut-être de faciliter leur retour. En quoi? Psychologiquement. En lançant cet appel. En lançant un appel, oui, revenez. Revenez, on va se mettre ensemble pour lutter contre le Rwanda. Qu'on essaie d'envoyer, donner des assurances, dire qu'on va pas vous arrêter. Voilà, par exemple. Et on peut leur demander également, essayez de revenir et regarder si vous allez être arrêté. Voilà. Essayez, tentez, hein. Mais je pense qu'il faut le faire. Il faut faire pour que, il faut pas, à ce moment, le président a besoin de tout le monde. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il veut. Parce que sinon, il aurait fait tomber ce gouvernement depuis longtemps. Si tu as besoin de tout le monde, montre que tu veux aller, mais on lui demande pas d'aller prendre des ministres, je sais pas où. Même dans son union sacrée, là, il y a des gens valables. N'est-ce pas? Donc, il peut changer ce gouvernement, quitte à les militariser un peu, pour montrer sa volonté, vraiment, donc, de lutter contre eux. Pour chasser les Rwandais, n'est-ce pas? Il faut se doter d'une organisation fiable, n'est-ce pas? Montrer les biceps. Et pour le montrer, c'est avec un premier ministre militaire, c'est avec un ministre de la Défense, un général, c'est avec un ministre de l'Intérieur, un général. Ou pour par exemple, la crise humanitaire, madame. Avec vous, j'ai dénoncé ici les 7 millions de déplacés. Aujourd'hui, vous savez, ils sont combien? Ils sont combien? Et ces 7 millions recevaient quoi? $150 par an. Chacun. Aujourd'hui, combien ont quitté Goma pour aller ailleurs? Qui se sont ajoutés aux anciens déplacés de guerre. Combien? Et qu'est-ce qu'on a fait au niveau du budget de l'État? Est-ce que vous avez entendu? On dit oui, les Belges vont donner 60 millions $. Madame, nous avions réclamé 3 milliards. Il faut 3 milliards
60 millions de Belges, 400 millions des Américains, 99 millions de l'Union européenne, ça j'ai en tête. Mais le Congo, entre-temps, le budget a changé comment? Qu'est-ce qui est donné aujourd'hui aux affaires sociales et humanitaires? Vous voyez. Donc, c'est tout ça. Le président, par exemple, pouvait dire, le budget des affaires sociales et humanitaires va passer à 2 milliards. Nous allons couper ici, couper là-bas. Moi-même, je renonce à mes 300 millions. On va réduire ça peut-être à 100 millions. Il n'a rien dit. Et comme on l'a dit, peut-être qu'on attend les mesures d'applicabilité qui vont peut-être être données par la première ministre. C'est ce qu'on est en train d'attendre également. Donc, on a parlé de ces détenus politiques, de ces exilés, oui. Mais vous demandez encore la convocation d'un forum national. Ça, c'est quand on aura fini avec toutes les mesures là, n'est-ce pas? Maintenant, il faut, même si nous ne le faisons que dans les 25 autres territoires qui restent, le problème, c'est pas, par exemple, de parler de changement de constitution. Vous voyez que même sans changement, même avec la constitution ici, les mal et les biens arrivent, comme celui qu'on vient d'avoir. Est-ce que c'est la faute de la constitution si le Rwanda est entré au Congo? Vous voyez. Donc, il faut arrêter ce genre d'aventure, n'est-ce pas? Mais, par contre, convoquer un forum national, n'est-ce pas, sur la reconstruction, sur la démocratie, etc. Ce forum sera organisé comment? On va partir de chaque territoire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Nous avons 145 territoires, n'est-ce pas? Dans chaque territoire, les gens vont se réunir pour parler de cette crise multiforme qui traverse notre pays et qui est devenue une crise armée et humanitaire. Mais la crise de gouvernance, elle est d'abord en amont. C'est elle qui a provoqué tout ça. Et alors, dans les territoires, vous dites quoi? Comment vous analysez l'analyse soft, comme on dit, les points forts et faibles, n'est-ce pas, de notre avancement jusqu'ici? On peut prendre seulement les 5 dernières années. Comment vous le constatez? Est-ce que même les projets dans les 145 territoires, est-ce que ça marche, madame? Il y en a beaucoup qui n'ont pas été réalisés. Donc, on commence par là et on aborde toutes les thématiques. Tout touche à tout. Y compris à la guerre, on touche à tout. Y compris à la décentralisation et même à la constitution. Ce travail va monter vers chaque province. Là, la province se réunit et toutes les provinces envoient leurs délégations avec leurs programmes à Kinshasa. On fait alors un forum national dans lequel beaucoup d'orientations seront données, émanant du peuple, seront données, et ça va nous permettre de planifier l'avenir, de même négocier quoi que ce soit qu'on veut là, on veut le faire. Mais on aura inclus toute la population. Mais ce que les politiciens veulent, c'est quoi? C'est on prend Fayoulou, on se met et on partage le pouvoir. Non. Nous, on ne fait pas de ça. On ne fait pas de ça. Ces gens, d'ailleurs, lors du Forum national, ils seront marginalisés. Ça serait un forum de forces vives. Des forces vives. Dans lesquelles les partis peuvent envoyer des délégués s'ils veulent. Mais c'est les Congolais, forces vives, vont... Vous savez, cette expérience a été tentée avec M. Kabila en 97-8. Malheureusement, elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu trop de politique. Mais elle était tentée. Donc, ça s'appelle la participation populaire au développement, aux politiques publiques, à l'élaboration de politiques publiques, etc. Cela est faisable. Parce que dans ce pays, cette expérience a eu lieu. Elle a duré 7 mois, mais 7 mois, c'est rien pour l'avenir d'un pays. Et vous pensez qu'on peut commencer à envisager ce forum après la fin de la guerre ou pendant cette période? Non. Ça n'empêche pas que, parce que vous savez, Goma, Nord Kivu, c'est quand même une seule province, hein. Il reste 25. Donc les 25 peuvent se réunir, réfléchir, s'armer pour aller libérer la 26e. Mais c'est pas dans les désordres actuels. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu ces ministres de la Défense. Chacun dit ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on risque pas d'éparpiller les efforts comme ça? D'un côté, nous avons la guerre, et de l'autre côté, il y a nous préparons à y mettre fin, à travers ce forum. Ouais. En attendant, les Rwandais qui sont déjà ici, ils vont pas croiser les bras. Non. Quand je dis un gouvernement militarisé, c'est pour s'occuper de la guerre. Okay. N'est-ce pas? Cela n'empêche pas 200, 300 Congolais de se réunir pour aller imaginer un avenir meilleur. Un avenir meilleur. On peut le faire.
Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas un problème. N'est-ce pas? Mais entre-temps, en fait, nous avons 2 fronts. Un front la guerre, un front réforme. Vous voyez? La réforme va soutenir la guerre, de toute façon. Là, on est maintenant à 7-6 fronts, front militaire, front diplomatique, front médiatique. Tout ça sera traité aussi par le réforme, front, voilà. On a tout. Mais tout ça peut se résoudre si le président comprend que il faut une équipe restreinte. Il faut une équipe déterminée. C'est pour ça que j'insiste sur la présence des militaires. Hein? Quand vous avez un premier ministre militaire, eh bien, on pense vraiment à la guerre, quoi. Et ça, c'est faisable. Il faut dire que parce on va très bientôt chuter, il y a un point qu'on n'a vraiment pas parlé. Vous aviez demandé également à ce qu'on puisse suspendre les activités des parlements, et des assemblées. Il ne sert à rien. Vous voyez, quand le président de la République parle de réduction du train de vie des institutions, eh bien, il faut dissoudre les assemblées. Et ça ne sert à rien. Le Sénat, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les assemblées provinciales. Il faut dissoudre. C'était ça, d'ailleurs, ça allait faire l'objet des discussions de la révision ou du changement de la Constitution. Hein. Non, pour l'instant, on a besoin d'argent. Ces gens-là touchent autant d'argent. Pour rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils aidé le président depuis qu'il est revenu au pouvoir? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les lois vraiment, les lois qu'on peut dire qu'elles sont réformatrices et qu'elles vont changer les choses dans le pays? Rien. Ils n'ont travaillé que c'est la première session, 2 sessions seulement, hein. Mais non, attendez, nous avons, c'est toute une année, hein. Il y a eu une année. Vous pourrez parler de la période de guerre. Moi, j'y vais jusqu'en janvier 2024, hein. Qu'est-ce que ces gens ont fait depuis qu'ils sont là en train de toucher 21 000? Ils ont fait quoi? Rien. On dissout l'Assemblée. On doit les dissoudre. Donc, on dissout les assemblées provinciales, on dissout l'Assemblée nationale, le Sénat, et on demande le pouvoir est concentré au niveau de chef de l'État. C'est une façon de mettre la Constitution entre parenthèses. Vous savez cela? Dans la situation actuelle, je ne vais pas oser prendre cette responsabilité de dire qu'il faut mettre la Constitution Mais avec toutes ces demandes ici, de vous demander de toutes ces suspensions. Ouais. Ça, c'est pas dissolutions. Moi, je ne veux pas demander. En tout cas, c'est l'ODEP. Est-ce que vous n'êtes pas en train de demander à ce qu'on puisse mettre la Constitution entre parenthèses? Non, c'est des mesures exceptionnelles à cause de la guerre. Parce que nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de nous concentrer sur uniquement la guerre. Bien sûr, l'économie va continuer un peu aussi, mais la guerre, je pense que ce sont juste des mesures exceptionnelles qui peuvent durer. Allez, mettons-le, bon, peut-être revenons à la dissolution, suspendons-le un temps. Revenons des mesures exceptionnelles qui vont mettre entre parenthèses la Constitution de la République. Non, c'est-à-dire que si je suis peut-être allé trop loin en parlant de dissolution, mais c'était juste pour avoir un état d'exception. Mais non, si on peut avoir cet état d'exception en le suspendant, n'est-ce pas, le temps qu'on en finisse avec la guerre, parce qu'ils sont une distraction et ils sont des dépenses énormes et inutiles. La suspension n'est pas constitutionnelle. La suspension des institutions n'est pas constitutionnelle. Mais quand on fait un coup d'État, par exemple, mais on n'est pas dans un problème, c'est pas un coup d'État. Non. On n'est pas dans le cas d'un coup d'État. On veut un État qui puisse fonctionner. Quand vous avez déjà mis les militaires dans les gouvernements, c'est que c'est une situation exceptionnelle. Je crois qu'à situation exceptionnelle, vos répliques sont bonnes, mais j'ai dit à situation exceptionnelle. C'est juste mes questions, hein. On analyse ensemble, on réfléchit. À situation exceptionnelle. Moi, je réfléchis, je dis, vous me demandez les militaires d'un côté, la dissolution de l'autre. Est-ce que vous n'êtes pas en train subtilement de nous demander de mettre entre parenthèses la Constitution de la République? Bon, non, je pense qu'il faut, comment dirais-je, considérer ça comme un état d'exception. D'ailleurs, nous devons être en état d'exception en ce moment. J'ai pas demandé que tout le Congo soit en état d'urgence, mais j'aurais pu le demander. Parce que nous ne sommes pas en situation aujourd'hui avec un territoire occupé. Nous sommes un territoire occupé. Le Congo aujourd'hui, on ne peut même pas plus parler de la guerre à l'Est. Il faut parler de la guerre au Congo. Ouais. Nous sommes un pays occupé. Et dans un pays occupé,
Ben, il faut prendre les mesures qui Dire s'imposent. on est un pays agressé Agressé et occupé. agressé par un pays voisin qu'on ne déplacera pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du Rwanda? Bon, il faut faire la guerre au Rwanda. Il n'y a pas d'autre mesure. Il faut faire la guerre au Rwanda, ça c'est clair. Mais seulement pour la faire, il faut être organisé. Et on n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait des supplétifs congolais soutenus par le Rwanda? Ah, mais ce sont des traîtres. Les gens qui sont soutenus par le Rwanda sont des traîtres. Et ce sont des gens qui vont être jugés le moment venu. Et ils subiront. D'ailleurs, même, il y en a qui peuvent être jugés par contumace, hein. J'ai vu, on l'a fait avec Nanga. Eh ben, qu'ils sachent qu'ils sont condamnés à mort. S'il arrive ici à Kinshasa, Nanga, il sait ce qu'il attend. N'est-ce pas? Ces supplétifs doivent être jugés aussi. Dès qu'on en arrête un, eh ben, on l'envoie à la cour, au conseil de guerre. N'est-ce pas? C'est des gens, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Mais cela étant dit, ne voyons pas seulement ces traîtres-là. Qu'est-ce que nous, qui sommes ici, on fait pour qu'on ne soit pas agressés, pour que les Rwandais ne nous privent pas de la souveraineté sur notre territoire? Donc, nous, les gens qui sont ici et qui gouvernent, eh ben, il faut les regarder aussi de près, les condamner pour la distraction dans laquelle ils sont. Et la mauvaise foi dans la gouvernance qu'ils sont en train de promouvoir, qui est mauvaise. Vous et moi, on a parlé de la gouvernance ici l'autre fois. Mais la gouvernance, c'est pas une telle gouvernance qui va permettre d'avoir les moyens de vaincre le Rwanda. Non. Ça va être l'une de mes dernières questions, ou si pas la dernière. Est-ce qu'on doit écarter toute option diplomatique? Parce que vous demandez quand ces conflits se faire la guerre au Rwanda, qu'on arrête tout cela. On fait la diplomatie. On fait quoi des pourparlers de Luanda? On fait quoi de Nairobi? On n'en parle même plus. On fait quoi des pourparlers de Luanda? Vous savez pourquoi je parle de la guerre? Parce que le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Il est soutenu. Ne croyez, vous savez, ce que nous risquons aujourd'hui, c'est que le Rwanda pourrait, comme la Russie, en Ukraine, confisquer certains territoires de la RDC. N'est-ce pas? Aujourd'hui, même Trump le dit à Zelensky. Oh non, mais écoutez, les territoires occupés par la Russie, c'est fini. Vous voyez ça? Et donc, la communauté internationale soutient le Rwanda. Si nous entrons en diplomatie, ça sera toujours sous donc le parrainage de ce que nous appelons la communauté des pilleurs, la communauté internationale. Ceux qui encouragent. Vous savez que l'Union européenne est allée signer des accords avec le Rwanda sur les minerais. Qui est suspendu, je crois qu'il y a des pourparlers au niveau de l'Union européenne. Ouais. Ça montre que notre diplomatie est aussi active. Le front diplomatique marche. Non, parce que là, vous avez vu les dernières déclarations, les suspensions, de l'aide, des pourparlers. Il y a l'Allemagne qui a parlé. Et vous avez vu comment est-ce que Trump a réagi en disant que ce qui se passe en RDC et au Rwanda, c'est très grave. On sent que cette communauté internationale est en train de bouger quand même. Nous ne pouvons pas compter que sur ça. N'est-ce pas? Pendant qu'on fait la diplomatie, nous devons avancer au front. Ça, on ne peut pas arrêter. Vous voyez que Israël, même quand on lui dit négocier et tout ça, Israël continue la guerre. Israël continue. Nous ne pouvons pas, après avoir perdu, vous savez, le Nord Kivu, c'est un territoire très riche, extrêmement riche. On peut faire l'élevage, il y a les minéraux les plus rares au monde, nous venons de perdre beaucoup. Et nous allons attendre les négociations avec ceux qui soutiennent le Rwanda. Vous pensez qu'on aura la solution. Mais les négociations sont là depuis longtemps. La dernière fois, Félix est allé à Luanda. Kagame n'est pas venu, il l'a méprisé. Et nous allons attendre ça. Mais en tout cas, si le président pense que c'est ça la solution, vous allez entendre un jour que les Rwandais sont entrés à Kinshasa. Florimond Mouteba, je vous remercie. Un mot. Le pays est agressé, le pays est en guerre, ça c'est son défait. Ce sont pas nos hallucinations. Il y a une armée étrangère qui occupe une bonne partie de notre territoire. On dit quoi à cette population congolaise? Moi, j'appelle la population congolaise à la résistance, à tous les mâles qu'ils sont en train de vivre.
contre le Rwanda, contre le M23, mais aussi de regarder de près la mauvaise gouvernance du pays. Parce que ce qui nous arrive là-bas, c'est dû à cette mauvaise gouvernance, entre autres. Soit, bien sûr, à la mauvaise foi des Occidentaux qui veulent nous voler les minéraux et du Rwanda, mais aussi notre mauvaise gouvernance. N'est-ce pas? Quand on excuse les voleurs, on excuse, vous voyez, c'est tout ça qui nous conduit à ça. Et donc, la vigilance doit être double, dirigée dans deux directions. En priorité contre l'ennemi. En deuxième lieu, contre la gouvernance de notre pays. Donc, il ne faut pas allez, je sais qu'on essaie de les embourber comme au moment des élections. Tout voter, moi, Namboka, tout voter, Tosuki Wapi. Tosuki Wapi. Non, moi, Namboka, tout voter. Non, Tosuki, toi, Tosuki, on vient de nous prendre un territoire. Non, c'est juste la guerre, elle continue. Tosuki, et vous dites quoi à la classe politique congolaise et aux membres des organisations de la société civile? Je préfère m'adresser à la société civile. J'ai dit que il faut vraiment réfléchir à comment on peut aider vraiment notre pays à sortir de cette situation. Nous devons nous mettre aussi à réfléchir vite. Je ne dis pas qu'on va passer des temps dans des réflexions. Non, non, non. Parce j'ai vu par exemple des communiqués où les gens sont très, très, comment dirais-je, laxistes avec les gouvernements, avec notre régime actuel, très laxiste de la société civile. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des politiciens. Hein? Nous n'allons pas chercher à flatter pour avoir un poste. Ça n'a pas de sens. Imaginez-vous si moi je m'étais à flatter tout ça. Je serais aujourd'hui, je serais dans la bouillabaisse, la boue actuelle, non? Nous n'avons pas besoin. Le Congo a besoin des gens qui restent dépendants, des patriotes qui sont déterminés, pour qui, comme Lumumba la mort n'est rien, n'est-ce pas? Parce que comme disait Che Guevara, n'est-ce pas? Que m'importe la mort. Ce qui importe, c'est celui qui va prendre mon arme, une fois mort, et continuer le combat. On meurt, on est des humains, où est le problème? Mais si ce combat peut continuer, c'est tout ce que nous voulons. Mais que la population ne soit pas dupe. Parce que le front est double. C'est le front contre la mauvaise gouvernance, mais c'est aussi le front, surtout, contre l'ennemi, le Rwanda, que nous devons bouter dehors. Merci encore une fois de nous avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de nous faire confiance. Merci de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. Merci de nous envoyer vos remarques, vos suggestions et vos objections. Et surtout, merci de ne pas oublier le pays, la RDC, dans vos prières, dans nos prières, et restons mobilisés pour essayer de récupérer l'intégrité, l'intégralité, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation, le devoir de léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un pays un et indivisible. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Merci beaucoup. Merci.